thérésien, mais cet ouvrage date déjà de 2015. Il s'agissait de Thérèse à plusieurs mains, l'histoire donc d'une œuvre de Thérèse de Lisieux, l'histoire d'une âme, dont Claude est un éminent spécialiste. Nous étions alors avec Isabelle Saint-Martin. Je me rappelle alors avoir exprimé le souhait que nous puissions nous retrouver ultérieurement autour d'un autre de vos livres, dans l'hypothèse où vous en publieriez un nouveau. C'est donc chose faite ce soir, mais il me faut le souligner. Claude, vous êtes directeur de recherche émérite à l'École pratique des hautes études, mais on peut dire que vous avez un éméritat particulièrement actif. Ce n'est pas un livre que vous avez publié depuis notre dernière rencontre de 2019, mais 3. Et pas des petits livres, des recueils d'articles ou autres, qui sont des œuvres tout à fait honorables et précieuses pour les chercheurs. Je pense par exemple aux travaux de Guillaume Puchet ou d'Yvon Trangouet. Mais en 2018, donc, vous aviez publié Thérèse à plusieurs mains chez Honoré Champion. En 2020, c'était juste avant le Covid, on savait, mais quoi, la pédophilie dans l'Église de la Révolution à nos jours. C'était au seuil. Et cette année, il y a quelques mois, c'est tout frais, j'ai reçu le livre des presses universitaires de Rennes, vous avez publié Michel de Certeau, avant Certeau. Quelques mois, donc, avant le livre qui est l'objet de la rencontre de ce soir, La femme du Seigneur, Madeleine Delbrel en ses œuvres. Je vais donner la parole à Claude dans quelques instants pour qu'il nous présente son livre. Je vais donc être extrêmement bref sur son livre, simplement dire quelques mots. Il y a quelques jours, dans La Croix, Isabelle de Golemin a fait paraître un compte-rendu de votre livre. Elle en soulignait la richesse, mais disait qu'il s'agissait, je cite, d'un énorme livre, assez peu digeste, compliqué, fouillé. Je suis, vous vous en doutez, cher Claude, peu en accord sur le côté indigeste du livre, mais Isabelle de Golemin poursuivait en relevant, je cite à nouveau, un travail passionnant dont se dégage une autre Madeleine tellement plus complexe et riche que la militante catholique avant-gardiste, souvent décrite et mise en avant par les hagiographes. J'ai, pour ma part, et comme nous avons discuté avant la séance, j'aurais voulu noter plus de passages, mais j'ai noté des passages dans le livre. Ce livre, il faut le dire, est extrêmement riche. Effectivement, ce n'est pas forcément un livre facile à lire, mais c'est un livre qui est à lire et qui est vraiment extrêmement utile, précieux sur Madeleine Delbrel et sur les travaux, sur les écrits de Madeleine Delbrel. Il y a des choses passionnantes, notamment ce qui concerne ses relations avec le père Fessard. Voilà, peut-être ce sera évoqué par Étienne tout à l'heure. Et il y a cela, j'ai vu aussi ses relations avec les prêtres, son installation à Ivry, sa vocation, et puis là, pour le coup, je me suis perdu, pardon, mais je ne savais pas que Madeleine Delbrel avait aimé sans être aimé en retour, mais de quelqu'un qui est devenu un dominicain, qui a tenu un rôle très important, enfin, très important chez les dominicains français, qui est Augustin Médieux, Jean Médieux, Madeleine Delbrel, en 1923-1924, a profondément aimé ce jeune normalien, originaire de Bordeaux, et centralien. Et Jean Médieux deviendra donc Augustin Médieux et deviendra à terme le directeur de la vie intellectuelle, et il assurera aussi le maintien des éditions du Cerf à une époque. Donc un rôle extrêmement important, et voilà, là encore, c'est des croisements de deux personnalités très fortes, mais qui ont pris une place très importante dans le catholicisme français. Et donc oui, j'ai découvert cet aspect que j'ignorais sur Madeleine.
et qui est important et qui, je pense, enfin, peut-être Étienne nous en parlera aussi, mais dans le parcours de Médieux, après-guerre, dans ses idées d'apostolat populaire, peut-être a-t-il été aussi quelque part marqué par Madeleine Delbrel. Je vais donner la parole donc dans un instant à Claude, simplement pour ceux qui ne sont pas habitués aux séances qui sont organisées par l'IRER, expliquer comment ça se déroule. Dans une première partie, donc Claude va présenter son livre. Ensuite, Étienne Fouillou et Anne Jussaume interviendront autour de ce livre. Claude pourra éventuellement revenir sur tel ou tel point qui lui aura paru particulièrement important, intéressant, notable dans les interventions. Et à la suite de quoi, normalement dans une deuxième heure, vous aurez la parole, vous tous qui êtes présents, et je compte bien sur tous ceux qui connaissent les écrits de Madeleine Delbrel, sur ceux qui ont pu éditer ses œuvres. On m'a demandé de signaler, voilà, Gilles François m'a demandé de signaler cette publication, et il ne l'a pas apporté, mais il y a un livre qui vient de paraître également, publié par lui et par le Père Pitot, sur Madeleine Delbrel, aux éditions Nouvelle Cité. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez à votre disposition des spécialistes de Madeleine Delbrel, du catholicisme français de cette époque. Et donc, voilà, je vous souhaite une bonne à tous, une bonne séance. Et voilà. Je remercie vivement cette invitation. Je remercie tout autant mon voisin de l'amitié de 50 ans et ma voisine un peu plus lointaine de quelques années de moins, de leur présence et de pouvoir donner sur Madame Delbrel un autre visage. Nous sommes ici en plein dans le Paris que Madame Delbrel a fréquenté au lendemain de la guerre, la première 100 ans, voilà plus de 100 ans, dans la Sorbonne qui s'ouvrait aux non-bacheliers, comme elle l'était, elle l'autodidacte. Imaginez, c'est un peu difficile à faire, mais pourquoi pas, imaginez que je sois le philosophe Léon Brunswick, qui régissait alors la philosophie universitaire. Fermez les yeux et vous verrez, pas loin de vous, une jeune personne menue, bien habillée, coiffée à la garçonne, chaperonnée tantôt par sa mère, tantôt par sa bonne de la famille. C'était Madeleine Delbrel à 17, 18 ans. Juste à côté, rue des Écoles, en face du Collège de France, vivait Hélène Jung. Une de ses plus proches amies, sa vie durant, juive convertie que Madeleine accompagna longuement, mais d'abord comme elle, jeune poétesse en herbe. Elles ont été appelées ensemble, à 15 ans, à réciter des vers chez le vieux docteur Armingaud, qui vivait dans le même immeuble qu'Hélène. Armingaud, qui a beaucoup compté dans l'éducation de Madeleine, était un philanthrope bordelais qui, en 1912, créa la Société des Amis de Montaigne, dont il était un spécialiste. Cette société comptait parmi les centaines de membres, surtout l'intelligentsia parisienne, une personne y dépareillait, un chef de gare de Châteauroux, le père de Madeleine, Jules, qui était aussi spécialiste des patois, comme on disait, du Périgord. Armingaud, on vient de me couper l'herbe sous le pied, que Madeleine appelait affectueusement « mon vieux maître en athéisme », l'a reçu dans ses soirées hebdomadaires pour participer à des agapes littéraires et philosophiques. Il avait aussi un filleul, donc le fameux Jean Médieux, et ils se virent assez souvent chez lui ou chez elle. Sa famille avait un appartement de fonction du côté de Dampierre-Rochereau durant l'année de ses 18 ans, avant un bel été de bonheur, au moins pour Madeleine, à Arcachon. Pour la petite histoire, le même Armingaud fit réaliser dans les années 1920 la statue de Montaigne
qui est au moins à 100 mètres à vol d'oiseau de cette salle, était, nous avons été voir et nous avons vu qu'il était un affreux pubis de Chavannes qui a remplacé. Enfin bon, restons-en là. Ce livre, donc, a été tributaire d'un contexte épidémique qui rendait les déplacements difficiles et de la non-disponibilité des archives Madeleine Delbrel. Heureusement, je bénéficiais de textes chaleureusement communiqués en 2006 par Gilles François pour m'aider à introduire aux ouvrages professionnels de Madeleine, de la récente publication des œuvres complètes de Madeleine, et enfin, j'ai retrouvé des inédits dans le fond l'œuvre du Cholchoir. Ce livre, un peu complexe, se veut à la fois une biographie éclatée de Madeleine et une lecture approfondie de textes choisis et livrés autant que possible dans leur intégralité. Ce qui m'a conduit à faire de Madeleine un portrait plutôt cubiste, en multipliant les angles de prise de vue. Pour celle qui, dans les mêmes années de sa jeunesse, expliquait si bien à Lucette Majorelle, une autre amie de cette enfance, de leur enfance, expliquait Manet et Monet, et introduisait Hélène Young à l'histoire de la peinture dans un Louvre qui rouvrait progressivement ses salles après la guerre. Je me suis laissé interroger par l'insolite de son écriture, l'étrangeté d'une formule, les paradoxes d'une correspondance, pour mieux comprendre la diversité des contextes, car autre est la responsable d'une petite communauté de laïcs à Ivry à partir de 1933, ville qu'elle qualifiera de banlieue de Moscou, autre celle qui accompagne les débuts de la mission de France, autre encore celle qui essaye de peser sur l'issue de l'expérience des prêtres ouvriers, autre aussi celle qui implante au soir de sa vie quelques équipières, et souvent les meilleures, pour épauler à Abidjan la jeune église africaine. Et soit dit en passant, l'une d'entre elles va rencontrer un musulman qui était, avec lequel ils ont eu des relations, l'amitié chrétienne et musulmane s'est développée aussi à ce moment-là, et c'est après la mort de Madeleine. Ce livre est composé de deux grandes parties, après une présentation de sa vie et une entrée dans le vif du sujet à partir des interrogations sur sa conversion. La première partie aurait pu s'intituler « La gloire de Madeleine ». D'abord, de son vivant, avec la publication de Vie marxiste en 1957, Vie marxiste, terre de mission pour se dire en entier, et les manières différentes d'en faire un service après-vente, parce que le service après-vente a duré jusqu'en 1964, jusqu'à sa mort, qui incluait à la fois l'horizon nouveau du Concile et un bref contact avec l'œcuménisme. Aussitôt après sa mort, ensuite, et d'abord dans le contexte surprenant des années 1966-1973, qui sont à la fois autour de mai 68 et autour de la crise de l'Église. Les éditions du Seuil ont publié 3 volumes de morceaux choisis de Madeleine, le premier dans le prolongement de Vie marxiste, Nous autres gens des rues, et le second regroupant surtout des textes spirituels, La joie de croire, sans oublier après 68, Communauté selon l'Évangile. Moment clé qui fait vraiment connaître Madeleine grâce à un travail éditorial de Paul-André Le Sort, j'ai trouvé ça dans les archives justement du Père Leuve, au choix judicieux de textes faits par Christine de Bois-Marmin, amie et confidente de Madeleine, au rôle aussi justement du Père Leuve, qui dresse la première biographie introductive de Madeleine, sans oublier un ouvrier de l'ombre, Guy Lafont, théologien marquant de l'après 68, dont le rôle est essentiel dans les dernières publications de ces années. Dans la foulée, j'ai essayé
de donner un aperçu du nouveau contexte du XXIe siècle, qui a vu une nouvelle génération de fervents de Madeleine, emmenés par Gilles François et Bernard Pitault, dont je salue l'amicale présence, se lancer dans l'édition insensée aux yeux de la raison, mais heureusement, ils ont tenu bon, des œuvres complètes en 17 volumes, réalisées en moins de 15 ans, tandis que le premier faisait aboutir comme postulateur le procès de Madeleine et que le second ajoutait des glosses précieuses à une commune biographie de référence publiée en 2014. Et on vient de le dire, ils ont remis sur pied, c'est une des faiblesses, la correspondance entière avec des inédits et avec des annotations qui sont très importantes. L'autre parcours que j'ai essayé de mener concerne l'identité de Madeleine comme femme, plus précisément dans son rapport avec les clercs, ou plus largement au sacerdoce. Dans une trame que j'ai voulu plus linéaire, j'ai sélectionné 3 moments différents. D'abord, un temps de mystique véhémente, 1930 et un peu plus tard 1934, dont les lettres à son directeur spirituel ont livré un intérieur bouleversé par la survenue soudaine de Jésus en elle, mais qui ont occasionné aussi quelques véhémences à l'encontre de son directeur, qu'elle considérait, ou Jésus, je ne sais pas, en elle, pas assez saint selon les critères qui étaient devenus les siens. Ensuite, je me suis intéressé à un article plus tardif, un article de commande pour la revue qui s'appelait Le supplément de la vie spirituelle de 1950. Elle avait intitulé modestement le titre « La femme, le prêtre et Dieu ». En marge de sa production habituelle, celui fut l'occasion de se prononcer de manière très critique sur la direction de conscience des femmes par des clercs qui sont souvent trop possessifs, et aussi sur la complaisance de diriger trop heureuse de se confier à une oreille masculine attentive. Donc il y en avait un coup à droite, un coup à gauche. L'article est assez déconcertant, très décapant, qu'il est bon de relire dans le contexte actuel, ecclésial. Elle cadre trop large, il est un peu décalé, mais il offre une occasion unique d'apprécier à quel féminin Madeleine se réfère et quelles inspirations, surtout littéraires, notamment le théâtre de Claudel, elle s'est nourrie. Enfin, j'ai regardé de près un épisode majeur de la réception de vie marxiste. J'ai publié, grâce à la bienveillance du père Pitault, une lettre inédite de Madeleine d'octobre 1959 à Monseigneur Beuillot, avec lequel elle s'exprime très librement depuis 1953, année où elle en a fait la connaissance à la secrétaire d'État. Elle lui explique comment le père Pessard a déboulé dans sa vie, au sens quasiment propre, amenant le manuscrit d'un gros ouvrage assez polémique intitulé « Progressisme chrétien et apostolat ouvrier ». Il le lui a remis car il parlait d'elle à jet continu sur une 40aine de pages et se disait prêt à faire de modestes corrections qu'elle souhaiterait. Madeleine lit les épreuves en octobre 59, donc, dans une circonstance romaine très défavorable, puisque c'est marqué par la nouvelle condamnation, la connaissance de la nouvelle condamnation, qui est de juillet, je crois, la connaissance de la nouvelle condamnation par le Saint-Office des prêtres ouvriers. Mais là, elle avoue aussi à Beuillot, avec une verve digne de Madame de Sévigné, combien malgré les grosses machines conceptuelles du jésuite, avant tout la dialectique pessardienne, la dialectique paulinienne du juif et du païen, combien Pessard est le seul qui a pleinement compris son intention profonde, qui a décelé les textes pour elle qui étaient essentiels et qui a dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas des théologiens dominicains comme Montuclar et Chenu, qui ont envoyé les prêtres au casse-pipe, je paraphrase, pour affronter sans préparation un monde ouvrier contrôlé par le Parti communiste.
Elle tirera une grande fierté de cette reconnaissance par Pessard, car celui-ci plaçait au même niveau l'expérience de la spirituelle et la réflexion du philosophe. Et c'est en partie grâce à cette légitimation, me semble-t-il, qu'elle entreprit un large tour de France pour expliquer devant des publics de jeunes les tenants et les aboutissements de son expérience. J'ai voulu restituer une Madeleine aussi qui porte un amour quasi mystique à la personne du chef de son Église, alors Pie XII, qui, vu du côté des théologiens, n'est pas tout à fait la même vision. L'ouvrage de mon voisin, tout récent sur Marie-Dominique Chenu, en est la preuve. Elle voit un peu Pie XII, me semble-t-il, à la manière de Catherine de Sienne, comme le doux Christ sur la terre, multipliant en période de crise des pèlerinages à Rome, 9 de 1952 à 1959. C'est une femme aussi qui sans cesse se bat avec l'écriture qu'elle a trop facile, on lui a reproché, Veuillot le premier, mais qu'elle travaille à sa manière, forçant la langue jusqu'à l'obscurité, d'où jaillissent des formules éclatantes, d'une femme compressant dans la direction de conscience de jeunes filles d'une grande liberté, désireuse de les délivrer du moralisme mortifère de son Église, notamment sur les questions de sexualité. J'ai publié un texte assez significatif à cet endroit. Une femme qui use de la maigre liberté que lui donne son Église, voire qui ruse quelque peu pour en conquérir davantage, comme le montre cette réflexion de 1962 qui m'a servi de titre, sur son devenir dans la perspective conciliaire nouvelle. Au fond, il s'agit d'approcher, il s'agit d'apprendre à être dans et avec l'Église la femme du Seigneur. Formule qu'elle explique comme l'équivalent féminin du plus commun homme de Dieu. Espérance d'une voie nouvelle pour des femmes sans en dire plus. J'ai écrit ce livre au soir de ma vie, comme on disait au temps de Madeleine. Je suis né à Puteaux, banlieue alors très usinière, 4 ans après que Madeleine s'installe à Ivry. D'une certaine manière, j'ai fait le chemin inverse du sien, rompant avec mes origines ouvrières, tandis que elle, petite bourgeoise et parisienne d'adoption, avait cherché à se fondre dans une banlieue pour des motivations strictement religieuses, tout en tirant en 1957 des conséquences de son expérience. Elle y mettait en garde notamment ceux qui voudraient généreusement, je la cite, partager la vie du prolétaire. Par ce froid constat, être prolétaire, c'est avant tout l'être de force. Tandis que elle parlait des séminaristes ou des jeunes prêtres qui s'engageraient dans cette voie, l'auront choisi. La similitude totale leur restera impossible. Ils resteront inguérissablement privilégiés. La spirituelle, ici, voisine avec la froide sociologue qui avait donné à la revue Esprit en 1957 un texte très fouillé sur le même sujet intitulé « Diversité et unité de la condition prolétarienne ». Madeleine est avant tout une femme en quête de liberté qu'elle puise dans la lecture incessante de l'Évangile pour elle et aussi pour celles et ceux qu'elle a accompagnés. C'est dans cela peut-être qu'elle peut être une figure audible pour son Église en crise aujourd'hui, avec, ajouterai-je, comme historien, tout un contexte bien différent de celui d'aujourd'hui. Merci. Donc, je passe.
Le truc. Donc, il me revient de dire ce que je pense du livre. C'est un beau livre, mais un livre qui se mérite. J'ai pas entendu. Un livre qui se mérite. Et voilà. Il s'agit bien d'un livre de Claude Langlois, tant par le sujet que par la manière. Le sujet. Madeleine Delbrel est une femme mystique, une mystique de la petite voix, du côté de Charles de Foucault, voire de Thérèse de Lisieux. C'est une femme qui a une forte vocation religieuse, même si ce n'est pas une vocation pour entrer dans une congrégation religieuse. C'est une femme qui est dans un rapport ambivalent avec les prêtres, et c'est une femme qui est morte avant terme, même si elle est morte beaucoup plus âgée que Thérèse de Lisieux. Donc Madeleine Delbrel a bien des points communs avec Thérèse de Lisieux. À travers elle, je crois que Claude Langlois prolonge l'enquête sur des thèmes qui l'ont occupé depuis un quart de siècle: le rôle de la femme dans l'Église, la femme et le prêtre, ou la femme et le sacerdoce, la femme et la mystique, ou la femme mystique. Donc pour le sujet, c'est bien un sujet de Claude. Par la manière aussi, ou plutôt par les manières au pluriel, car il y en a dans ce livre deux, qui n'est pas, il faut le dire tout de suite, une biographie de Madeleine Delbrel, même si un premier chapitre fournit au lecteur, qui ne la connaîtrait pas, les informations indispensables sur son parcours. Je dirais même qu'il s'agit à certains égards d'une antibiographie. Ce livre se vaut plutôt l'histoire d'une œuvre, et ceci de deux façons différentes. Certains chapitres sont de l'ordre du récit, celui de la constitution de Madeleine Delbrel en auteur spirituel après sa mort, selon deux phases différentes, 1966-1973, avec la publication des 3 volumes d'inédits ou de rareté que Claude Langlois a énumérés. Et puis une deuxième phase entre 2004 et 2020, avec des ouvriers tout différents, la publication des 17 volumes d'œuvres complètes. Pas si complète que ça d'ailleurs, car il manque la correspondance des années décisives de l'après-guerre, après 1945, sans lesquelles on ne peut saisir précisément, à mon sens, la place de Madeleine Delbrel dans le mouvement missionnaire en France. Et je pense que quelqu'un devrait se charger de l'édition critique de cette correspondance, car on sait qu'elle a des contacts. C'est ça, c'est fait. C'est très bien. Ça va jusqu'en 49. On sait qu'elle a des contacts privilégiés avec un certain nombre de clercs, le père Leuve, Monseigneur Veuillot, mais est-ce qu'elle a rencontré des prêtres ouvriers? Quels prêtres ouvriers? À Ivry, il y avait son passé, Jean Gray de la Mission de France, qui est resté au travail, ou d'autres des équipiers de la Mission de Paris, Max Stern et d'autres qui n'étaient pas prêtres, mais qui avaient failli être dominicains. Donc, tout ce milieu, quel contact a-t-elle? Cette correspondance me paraît tout à fait indispensable pour le savoir. C'est sur cet aspect récit que j'aurais quelques remarques à formuler pour ouvrir le débat. La deuxième manière, c'est une série d'autres chapitres qui me semblent au cœur du propos de Claude Langlois et qui sont de l'ordre non du récit, mais de l'histoire des textes, histoire qu'il a pratiquée avec succès sur l'œuvre de Thérèse de Lisieux depuis des années. Claude Langlois a choisi, dans l'œuvre de Madeleine Delbrel, dont il montre au passage la qualité littéraire, lointain héritage de sa vocation poétique avortée, Claude Langlois a choisi quelques textes cités in extenso qu'il analyse au scalpel pour leur faire dire tout ce qu'ils peuvent nous dire, nous apprendre si on les lit de cette manière. Ce n'est pas une vue d'ensemble sur l'œuvre, c'est quelques textes
analysé de très près. Il s'agit, je le cite à la page 362 du livre, de suivre au plus près les méandres des pratiques textuelles de Madeleine Delbrel. Ça, c'est la deuxième manière. À mon sens, nulle part la maîtrise de Claude Langlois n'est aussi convaincante que dans cette deuxième manière. J'en prendrai simplement deux exemples. De notoriété publique, Madeleine Delbrel, à la différence de nombre de convertis ou de reconvertis, de ceux qu'a étudié naguère Frédéric Gugelot, Madeleine Delbrel n'a écrit ni autobiographie ni récit de conversion. Sinon, on le saurait. Mais Claude Langlois, en serrant de très près, avec la méthode que je viens d'évoquer, certains passages tardifs de Ville marxiste, terre de mission, montrent que ces passages contiennent bel et bien un récit de conversion, et un récit de conversion en miroir avec un autre, qui est le récit de la tentation marxiste des années 35-45. À la suite de l'analyse au scalpel de ce texte, Claude Langlois mobilise d'autres passages de son œuvre pour montrer qu'ils ont eux aussi, en complément, un caractère subtilement autobiographique. C'est du grand art. Deuxième exemple, qui est bien aussi dans les habitudes de Claude Langlois, la récupération d'un angle mort des études. Partage ce sentiment, on n'est jamais aussi à l'aise que quand on s'intéresse à quelque chose que personne n'a étudié auparavant. Angle mort, Claude étudie sans doute un des premiers, les premiers textes, avec la manière que j'ai indiquée, les premiers textes connus de Madeleine Delbrel, et notamment sa brochure de poèmes de 1926, La Route. Brochure dans laquelle se lit en creux, à qui sait lire cette poésie qui est une poésie à caractère symbolique, à qui sait lire le passage de l'athéisme à la foi, c'est-à-dire la conversion. La brochure est commencée en 1922, alors que Madeleine Delbrel est incroyante. Elle est publiée en 1926, 2 ans après la conversion, qu'elle date de 1924. Et on suit, en regardant de près ces poèmes, on suit les évolutions symboliques, certes, de l'athéisme à la foi. Dans ce sens, outre cette brochure, Claude Langlois analyse de manière très précise un texte qui n'est pas un texte poétique, mais qui est un texte contemporain de la naissance de la brochure, un texte de 1922 qui a le titre choc « Dieu est mort, vive la mort ». Et l'analyse de ce texte, avec une introduction de variation des caractères typographiques pour bien montrer les deux voix qui se répondent à l'intérieur de ce texte, c'est un véritable joyau dans ce livre. Donc, j'insiste beaucoup sur ce caractère d'historien des textes. Pour dire que moi, je travaille de manière un peu différente. Je suis plutôt un historien qui raconte et qui met en intrigue, plutôt qu'un historien des textes à la manière de Claude Langlois. Je ferai donc, pour lancer un peu le débat, 2 remarques critiques sur les passages du livre qui recoupent l'histoire du catholicisme français des années 1950-1970. C'est-à-dire la première manière de Claude, les chapitres plutôt de récit de constitution de l'œuvre. Alors, plus nettement que Claude Langlois, j'aurais souligné, me semble-t-il, prudemment, que l'aval donné par le philosophe jésuite Gaston Fessard à Ville marxiste, terre de mission en 1959-1960, aval dont Madeleine Delbrel est un peu encombrée, mais finalement assez contente, que cet aval tombe un peu à plat dans un contexte qui n'est plus celui de la tentation marxiste. Le progressisme chrétien, défini par Yvon Trenvoise, qui était la manifestation de cette tentation, a été condamné par Rome entre 1953 pour jeunesse de l'Église et le père Montuclar, et en 1955 pour le journal La Quinzaine.
ce progressisme chrétien, en 59, il est moribond. Le bulletin qui a voulu remplacer la quinzaine et la lettre qui succède au bulletin sont à ce moment-là de toutes petites choses qui ne sont pas de l'ordre de l'impression. D'ailleurs, après le rapport Khrouchtchev de 1956 sur les crimes de Staline, le communisme n'est plus aussi attractif et nombre de ses intellectuels et de ses compagnons de route, chrétiens ou pas, l'ont quitté. On est dans un amphithéâtre où est mort Albert Mathiez, il y a une plaque là en faisant cours, c'est l'époque où Emmanuel Leroy-Ladurie, François Furet, Alain Besançon quittent le Parti communiste après 1956. Donc, même chez les chrétiens, dont Jean-Marie Domnac disait que le dernier marxiste serait un recteur breton, même chez les chrétiens, les distances se sont prises. Les gens vont plutôt à l'UGS, à l'Union de la gauche socialiste, qui donnera le PSU, parti du PSU ensuite, qu'au Parti communiste. Ceux qui devaient adhérer au parti l'ont fait après 1954. En 1959, c'est plus tout à fait la question. Et je pense que ce livre de Fessard, qui reprend des articles de 1949, sa polémique avec Mounier autour des chrétiens progressistes de 1949, est un livre qui n'a pas été tellement reçu. Parce que Fessard était d'une certaine manière un isolé, c'est un très grand esprit, mais il était suspect à Rome depuis très longtemps, mais en 1950, il avait été écarté du secrétariat des recherches de sciences religieuses, et il n'était pas non plus très bien reçu dans la Nouvelle Compagnie, où son livre sur Ignace de Loyola avait suscité des réactions assez différentes. Donc peut-être un peu plus que Claude, j'aurais insisté sur cet aspect de décalage entre Fessard et Madeleine, et le contexte de 1959 par rapport à celui des années du progressisme chrétien. Deuxième petite remarque, plus nettement peut-être aussi que Claude, j'aurais souligné que l'œuvre spirituelle de Madeleine Delbrel, découverte entre 1966 et 1973, parce qu'auparavant, elle n'avait publié que Vie marxiste, terre de mission, qui parlait d'Ivry, mais ses écrits spirituels étaient très peu connus, dispersés dans des revues. Donc les trois recueils de 66 à 73, il me semble qu'ils ont été lus au moment où se profile la crise catholique, définie par Denis Pelletier, à l'inverse de ce que Madeleine Delbrel avait souhaité, au moins pour un certain nombre de gens, non pas comme une mise en garde envers la tentation marxiste, déjà relativement moins importante, que comme un appel au dialogue avec les non-croyants dans la foulée du Concile, dialogue voulu par le Concile, par les commissions postérieures et par Paul VI lui-même. Il me semble, mais je m'avance peut-être un peu, qu'à cette époque, Madeleine Delbrel a pu être lue à l'instar de, je vais citer des noms, Maurice Bellet, Michel de Certeau, Marcel Legault, et d'autres plus oubliés, Bernard Béret, Louis Evely, Bernard Fayet, comme une des références de ceux qui se désignaient volontiers alors comme chrétiens de recherche, c'est-à-dire un peu en décalage par rapport à ce qu'elle avait souhaité. Je terminerai sur l'interrogation biographique. J'ai dit que le livre de Claude Langlois n'était pas une biographie, certainement pas. J'ai dit qu'il avait des allures peut-être d'anti-biographie, il a dit de biographie cubiste, ça me paraît assez juste aussi. Le livre de Claude Langlois n'est pas une biographie. Sa manière de désarticuler la chronologie lui donne même des allures d'anti-biographie. Mais si l'on rebat les cartes, c'est-à-dire si l'on rebat les chapitres autrement, on y trouve bien les traits majeurs d'une biographie spirituelle de Madeleine Delbrel. Sa jeunesse artiste et incroyante, 1922, avec l'analyse du début des poésies et du fameux texte « Dieu est mort, vive la mort », la conversion, avec l'analyse du chapitre terminal de Ville marxiste et des
éléments à rajouter, la conversion de 1924, sur laquelle je n'ai aucun élément. J'ai travaillé sur le père Médieux, donc, qui est entré dans l'ordre dominicain en 1925, qui a quitté Centrale en 1923, qui a fait son service militaire ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je lancerais volontiers l'hypothèse de deux vocations conjointes. La décision de ne pas se marier, pour l'un d'entrer dans les ordres, pour l'autre de suivre sa voie, mais je ne sais pas, je n'ai pas de document pour le montrer. Mais la conversion est bien là dans le livre. La crise mystique et la vocation du début des années 30 aussi, avec l'affrontement avec le directeur spirituel, l'abbé Lorenzo. La tentation marxiste, elle est bien là aussi. Entre 1935, et je pense qu'elle a duré, 1935, c'est le comité de chômeurs à Ivry, où il y a des communistes, des chrétiens, etc. Mais ça, ce n'est pas, à mon avis, limité à 1935. Je crois qu'il faut au moins aller jusqu'en 1945, c'est-à-dire au moment où elle quitte le service social d'Ivry et où, surtout où elle refuse une place de conseillère municipale dans une liste présentée par les communistes aux premières élections municipales après la guerre. Donc, elle est bien là, la tentation marxiste. L'engagement missionnaire aussi, avec évidemment des analyses autour de l'île marxiste. Et puis la consécration post-mortem avec l'apparition des 3 livres à caractère spirituel de 66 à 73, et enfin le chemin vers les autels à partir de 1988 et la publication des œuvres complètes. Donc si on bat les cartes autrement, on a bien tous les éléments principaux de la biographie. Donc, un conseil, peut-être ne faut-il pas lire le livre de Claude Langlois dans l'ordre, mais en piquant les chapitres en fonction de l'intérêt personnel qu'on peut avoir. Je vous remercie. Je voulais vous remercier de l'invitation que vous m'avez faite pour lire et discuter votre livre. Et alors, moi, je dois avouer qu'à quelques exceptions près, j'ai trouvé ce livre très agréable à lire et que même en l'emportant le soir, je ne me suis pas endormie dessus. Donc, voilà. Et moi, c'est plutôt Madeleine que j'ai parfois trouvé indigeste. Et à plusieurs reprises, dans le livre, je me suis dit, heureusement que vous expliquez ces textes et le sens de ces textes, parce que je les trouve assez hermétiques. Et c'était un livre un peu déroutant au début, et ça je le concède. Et le propos que je vais tenir sera celui d'une lecture, et non pas d'une relecture, qui est un mot que vous employez à plusieurs reprises au début de l'ouvrage, et qui suscite en moi 2 remarques. La première, en voyant ce terme qui évoque une étape du discernement, m'a conduit à lire dans votre ouvrage une certaine manière de faire, cette idée de relire des textes, un peu ignatienne, hein, qu'on perçoit aussi dans l'attention au quotidien. Et ce sont des mots comme ça, parsemés dans l'ouvrage, qui m'ont sans doute conduite à vous lire un peu avec ce fil rouge-là, et que ne fut donc pas ma surprise quand j'arrive à la fin du livre, à une sous-partie Madeleine ignatienne, où en fait finalement des fils se tissent un tout petit peu. Voilà, il y a une légère trame, et j'ai pas pu m'empêcher aussi de penser à l'autre ouvrage que vous avez écrit à peu près en même temps, sur l'entrée en écriture de Michel de Certeau. Voilà, c'était un peu un petit fil rouge. Mais derrière ce mot de relecture, il y avait surtout quelque chose d'extrêmement intimidant pour moi, puisque je dois avouer que je n'avais jamais lu les écrits de Madeleine Delbrel. Son nom ne m'était pas inconnu, mais elle ne m'était pas profondément familière. Je l'avais découvert il y a de ça une dizaine d'années à peu près, quand j'ai commencé ma thèse et que j'allais dans la bibliothèque des Petites Sœurs de l'Assomption, et que dans la bibliothèque du sous-sol des archives, où vous aviez, au milieu des classiques de l'histoire sainte, de l'histoire ouvrière et de l'histoire urbaine, plusieurs ouvrages de Madeleine Delbrel, dont, si je me souviens bien, alors ma mémoire, hein, Ville marxiste, terre de mission, Humour dans l'amour et joie de croire. Je n'ai jamais questionné les sœurs sur ces ouvrages, mais je me suis toujours un peu demandé dans quelle mesure elles en avaient fait usage dans leur mission auprès des populations pauvres
des quartiers et des banlieues ouvriers, en fait, puisque la mission, entre autres, des Petites Sœurs de l'Assomption, c'est justement d'apporter du soin aux hommes et aux femmes des classes populaires, et en particulier en milieu ouvrier. Donc, Madeleine Delbrel apparaissait comme une figure assez incontournable de la présence auprès des classes populaires, de l'apostolat, et aussi d'un message d'amour qui m'interpellait un peu dans la formulation, puisque j'avais aussi compris que ce n'était pas une religieuse, mais que d'une certaine manière, elle inventait un nouveau mode de présence au monde pour des femmes dans l'entre-deux-guerres, qui était singulier par rapport à moi, celle que j'ai étudiée, qui étaient en fait les bonnes sœurs du 19e siècle. Donc, moi, voilà, je viens plutôt de l'histoire du 19e siècle, plutôt du catholicisme au féminin, parmi les travaux de Claude Langlois. Et j'avais clos ma thèse en 2016 sur néanmoins une référence à Madeleine Delbrel et au numéro de vie sociale, hein, où elle apparaissait comme une figure interpellant cette nouvelle modalité de vie religieuse au sens très large, hein, pas au sens de congrégation religieuse, hein, offerte aux femmes dans l'entre-deux-guerres. Et pour moi, hein, qui m'arrêtait avant la guerre de 14, se dessinait une nouveauté radicale dans les formes de vie collective, dans le cadre de l'Église, dont pouvaient s'emparer des femmes pour aller en milieu populaire et évangéliser. Ce qui m'amène hein, au sous-titre de votre livre, hein, Femmes du Seigneur, femmes dans l'Église. Pour moi, c'était une véritable question qui méritait d'être posée et qui, en fait, hein, j'y reviendrai, le développement de toute la 4e partie, hein, Une histoire au féminin, 1924-1964. Alors, je vais faire un ensemble de remarques parce que moi, j'ai beaucoup pris cet ouvrage à la fois comme un ouvrage d'apport de connaissances, mais aussi un ouvrage qui donne à réfléchir. Et voilà, moi, je trouve que des bons livres d'histoire, on apprend des choses et on apprend aussi à penser. Et voilà, je dois aussi vous remercier de cela. Un point, des petits points comme ça qui m'ont interpellée, c'est ce que j'ai décelé dans l'introduction, une forme de liberté dans l'écriture, peut-être en miroir de ce que nous, on ne se permet pas de faire, qui est le récit de comment on arrive à cette recherche. Il y a une justification intellectuelle aux propos que l'on tient. Il y a un questionnement de longue durée, hein, ça a été rappelé, la place des femmes et du féminin dans l'Église, le travail sur l'écriture des femmes, de l'entrée en écriture, etc. Il y a des circonstances éditoriales et scientifiques, ici la publication des œuvres complètes, et donc qui sont en fait un nouveau matériau, de nouvelles archives, hein, qui est en fait le matériau premier de l'historien. Mais c'est aussi à un moment où on décide de faire de ce sujet une priorité dans des événements et des contextes précis. Et j'avoue que je suis allée voir la statue de Sainte-Anne de l'église de Chabanat, qui est d'ailleurs très belle, que je ne connaissais pas, pour comprendre comment parfois la recherche se faisait aussi par des toutes petites choses, des rencontres qui, mis bout à bout, hein, expliquaient un cheminement et une entrée en réflexion. Je souligne aussi à cet égard une manière discrète d'évoquer les enjeux contemporains des réflexions de Madeleine Delbrel et d'analyses que vous en portez, parfois au détour de notes de bas de page. Hein, je note page 270, l'imaginaire catholique convoqué lors de la candidature d'Anne Soupa à l'archevêché de Lyon en 2020, qui s'inscrivent dans des réflexions toujours sur la place des femmes dans l'Église, sur le rapport au clerc et sur le rapport de l'Église à une société sécularisée. Voilà, donc c'est aussi pour ça en fait que c'est un ouvrage qui donne à réfléchir et à penser, même s'il est fait en tant qu'historien, donc il n'y a pas de contresens, mais voilà, ça donne à penser. Alors, je ne vais pas redire ce qui a été un peu dit, donc effectivement, moi ce qui m'avait frappé, c'était ce travail très fort autour des écrits de Madeleine Delbrel, et j'avais l'impression que vous aviez voulu ramasser en fait différents questionnements autour de cette figure, aussi bien sur les conditions d'une prise de parole et une liberté d'écriture de femmes dans l'Église, et celui d'une femme auteure en fait qui se cherche et qui n'arrive pas à être écrivain, qui n'arrive pas à être poète, mais qui néanmoins écrit et prend la parole. Cette entrée par les textes et par la parole, et ce travail sur l'écriture, il peut sembler à plusieurs égards particulièrement pertinent, puisque c'est un moyen d'interroger la foi de Madeleine Delbrel, puisque vous l'évoquiez en introduction, hein, il y a un rapport direct avec les Écritures et l'Évangile chez Madeleine Delbrel. C'est aussi un moyen, l'écrit, dont elle cherche à transmettre par ses conférences, ses écrits, sa correspondance, ce qu'elle vit et ce qu'elle pense. C'est aussi l'écrit un moyen d'interroger une de ses carrières d'écrivaine et de souligner aussi le travail qu'elle met dans sa manière d'écrire. Et c'est aussi enfin interroger ce qui fait sa postérité, et notamment vous évoquez l'abondante production textuelle disponible au lendemain de sa mort.
Pour le dire autrement, je me suis demandé si saisir Madeleine Delbrel par ses écrits n'était pas d'autant plus pertinent parce qu'elle avait donné à la parole avec un grand P et à sa parole une place centrale, là où se rejoignent à la fois sa foi, sa vie et son œuvre. Alors, c'est une approche qui est possible parce que ce sont des traces qui permettent d'accéder à son intériorité. Et là, on peut souligner aussi la richesse et notamment de la correspondance que vous utilisez. Vous discernez des lettres de direction spirituelle avec un vrai travail d'historien pour traquer en fait ces discours de l'intériorité qui sont parfois assez difficiles à saisir pour un historien ou une historienne. Alors, après vous avoir lu, je ne suis pas sûre que j'irai me plonger intégralement dans les œuvres de Madeleine Delbrel, puisque le bilan comptable que vous dressez à la fin est un peu intimidant. 850 pages pendant sa vie, 800 à sa mort, plus de 5000 depuis 2004. Voilà. Donc, mais ce que j'ai aussi apprécié au-delà des écrits, c'est qu'il y avait aussi des retranscriptions de discours et de propos oraux qui donnent des tons différents. Et que moi, j'ai perçu ce livre comme un livre, comme un guide et une manière d'être accompagné pour aborder Madeleine Delbrel, pour la comprendre et pour entrer dans son écriture. Et une des grandes qualités du livre, c'est d'abord de donner à lire Madeleine Delbrel par les nombreux extraits et écrits en entier que vous proposez, parfois en confrontant des versions différentes. Et voilà, je l'ai dit, hein, si certains textes se lisent bien, d'autres sont extrêmement difficiles, par exemple sa correspondance spirituelle. Et j'étais généralement très heureuse des commentaires qui s'en suivaient. Alors, il a été dit, hein, le premier chapitre est introductif sur les portraits de Madeleine, puis dresse une esquisse de vie, et met en lumière des questionnements. Et j'ai été un peu agréablement surprise dans cette manière de construire des chapitres qui ne sont pas ceux dont on a l'habitude de voir. La quatrième sous-partie du premier chapitre, c'est un abécédaire. Ce que j'ai trouvé extrêmement agréable, parce que ça change nos manières de lire un ouvrage d'histoire, ça permet de mettre l'accent sur certaines notions, sur certains événements, ça rend les choses beaucoup plus légères. Par la suite, il y a des textes en lecture, donc il y a une inventivité dans la manière d'écrire, qui fractionne aussi la lecture, hein, c'est pas 400 pages indigestes de bout en bout. Il y a plein de manières de lire Madeleine à travers la manière dont vous écrivez. Peut-être, je vois que le temps file, donc je ne vais pas souligner beaucoup de choses. Je voudrais juste évoquer, moi aussi, ce qui m'a particulièrement interpellée et intéressée, c'est la confrontation, de manière générale en termes de méthode, des différents récits et l'intelligibilité que vous proposez, soit en confrontant différents récits d'un même événement, soit en les mettant en regard. Et je reviens notamment sur ce récit de conversion que vous proposez, dont le premier récit date de 1957, mais dont on trouve des fragments dès 1927. Et là, on est vraiment au cœur de la traque de l'historien, qui est de chercher les sources et dans les écrits, pour vérifier si le premier récit est bien celui de 57. Eh bien non, hein, quand on dispose de l'intégralité et qu'on a eu la patience de lire tous les écrits de Madeleine, on se rend compte qu'il y a des traces ailleurs. Et c'est intéressant aussi les réflexions que vous proposez, c'est des récits de conversion, et là, il faut le dire, c'est rare d'avoir des récits de conversion de femmes, parce qu'on a des récits de conversion d'hommes, et surtout publics, et très écrits, mais très peu ceux de femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous contextualisez très bien le moment d'écriture, et vous les confrontez aussi à sa correspondance, où on peut voir d'autres manières de raconter sa rencontre avec Dieu et le choix de vie qui en découle, notamment à sa mère ou à son amie Louise. Et il y a une forme de voir aussi les limites d'un historien qui montre qu'à cette époque-là, c'est difficile de verbaliser et que parfois l'historien, il se tient aussi sur le seuil parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas nécessairement tout expliquer. Et en regard de ce premier chapitre sur le récit de conversion, le chapitre qui suit sur le récit de tentation, voilà, pareil, il est vraiment décortiqué et confronté à la raison pour laquelle il est écrit en 1956. Donc, vous historicisez très bien pourquoi Madeleine prend cette parole à ce moment-là. Et en confrontant les textes, on voit bien l'opposition qui existe. On comprend, en fait, l'opposition qu'il y a entre une conversion adressée comme récit pédagogique à des marxistes et un récit de tentation qui est plutôt un récit à destination des chrétiens. Et on rentre bien aussi dans la manière que Madeleine a de proposer une lecture spirituelle de ses expériences 30 années après. Et je me suis posé la question, en fait,
de la manière dont ça permettait de repenser le sens du mot conversion, puisque la conversion est assignée à ce moment de la rencontre avec Dieu et elle le destine a priori aux marxistes pour montrer comment, en fait, en venant d'un milieu athée et en ayant rencontré des chrétiens, on peut être amené à faire la rencontre avec Dieu et donc voilà, le chemin de conversion puis la rencontre, qui est aussi un moyen pour elle de se justifier et de dire c'est parce qu'on a dans son entourage des chrétiens exemplaires qu'on peut témoigner. Donc voilà, il y a cette dimension-là. Et à l'inverse, les récits de tentation, de sa tentation marxiste des années 1935, qu'elle réinterprète comme des épreuves, et du coup qui montrent en fait que la conversion, ce n'est pas seulement une étape à un moment donné de sa vie, c'est un chemin qui est mis à l'épreuve de ses expériences du quotidien et des rencontres à venir. Donc voilà, ça c'était voilà, au prisme de son expérience, c'est quelque chose que j'avais trouvé assez intéressant. Un deuxième texte que j'ai trouvé aussi particulièrement intéressant, je pense que c'est ce qui m'a le plus plu, c'est le texte « Dieu est mort, vive la mort » de 1922. Donc, il y a un texte qui a été écrit alors qu'elle n'a que 18 ans et qui n'avait pas été publié de son vivant, mais qui a été remanié par Madeleine Delbrel en 1960. Et j'ai beaucoup aimé aussi le jeu de présentation que vous en faites, c'est-à-dire une première version éditée, puis ensuite le même texte avec le jeu d'italique et de romain pour qu'on comprenne la structuration du texte et le fait la grande idée et les petits exemples. Et ensuite, une autre manière, le même texte édité où vous avez tout coupé sauf les passages en jeu extrêmement autobiographiques qui rendent compte en fait de son expérience en tant que jeune fille qui aime danser et qui aime profiter de la vie quand elle a 17 ans. Et j'ai trouvé ça particulièrement astucieux de proposer au lecteur différentes lectures du même texte pour mettre en lumière ce qu'il peut signifier aussi bien dans sa jeunesse, dans son parcours et en 1960 quand elle le propose. Et vous voyez, par exemple, dans le découpage, vous avez des aspects extrêmement biographiques, comme moi, j'en veux pas des enfants, oui, je danse, mais je sais que c'est sur un volcan. Et tous ces passages-là, en fait, rendent compte d'une autre Madeleine. Et donc, les découpages que vous opérez dans la lecture et l'analyse du texte permettent aussi de rendre compte de ces identités multiples, qui est le titre du dernier chapitre que vous nous proposez. Et puis, alors, je passe, mais il y a aussi beaucoup de références à toutes les analyses littéraires, philosophiques, Nietzsche, etc. Et qui fait aussi lumière sur la volonté de Madeleine, qui était perpétuellement celle de se réécrire. Et alors, voilà, je ne vais pas dévoiler l'intégralité, mais en fait, il y a aussi une mise en correspondance de ce texte-là avec le recueil des poésies, pour montrer aussi comment ce texte, c'est un premier jalon et une genèse dans la forme d'écriture poétique de Madeleine, qui là a une prose assez rythmée qui annonce la poésie à venir. Aussi sur la raison d'écrire. Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était une belle leçon de méthode sur le fait de croiser les lectures, de revenir aux temporalités des écritures et montrer comment cette étude des textes, elle permettait de comprendre le sens et aussi de déplacer les questions. C'est-à-dire que ça nous invite aussi en tant qu'historiens à aller chercher dans d'autres textes qu'une lettre de direction de conscience les tourments spirituels de quelqu'un. Et la poésie peut éventuellement avoir cet effet. Et voilà, juste une petite note sur la poésie. Autre chose que j'ai particulièrement apprécié dans l'analyse de l'écriture de ces poésies, c'est comment vous les mettez en regard, le contenu, avec les références liturgiques du temps pascal qu'elle était en train de vivre au même moment. C'est-à-dire qu'il y a une précision dans l'explication de l'écriture de son œuvre qui en fait nous permet de comprendre un peu l'intériorité et aussi son quotidien. Et voilà, je trouve que par ce type d'analyse-là, en fait, c'est vraiment de l'histoire religieuse, si je peux le formuler de manière un peu générale, et j'ai trouvé ça extrêmement stimulant. Voilà, en fait, j'avais envie de vous emprunter vos idées pour d'autres travaux ultérieurs. Dernier point que je voudrais souligner, c'est la question du genre et de cette histoire au féminin que vous proposez dans la 4e partie, dont j'ai bien aimé le titre, puisque c'est un lointain écho au catholicisme au féminin sur ces chères congrégations religieuses. Vous développez cet aspect en 3 moments que vous avez rappelés. La question de l'affrontement mystique, qui est celui de la direction de conscience, qui est le premier, et qui est intéressant parce qu'il fait lumière sur le catholicisme au féminin, sur les femmes et le catholicisme, le genre du catholicisme,
formulée de plein de manières différentes, entre les années 1930 et les années 1960, sur lesquelles on a très peu de travaux. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir pas mal de choses sur le 19e siècle, il y a des choses sur Vatican II et la période postérieure, mais il y a un espèce de un peu trou, alors peut-être que des choses m'échappent, mais il y a encore, à mon avis, énormément de travaux à faire sur cette période de l'entre-deux-guerres aux années 50, où plein de choses se passent. On est avant la deuxième vague du féminisme. Entre-temps, il y a le droit de vote des femmes, je ne suis pas sûre que ce soit la chose la plus signifiante. Dans l'entre-deux-guerres, il y a quand même à la fois des femmes qui investissent des carrières dans le monde professionnel, vous évoquez celui d'assistante sociale de Madeleine, mais de plus en plus de femmes travaillent, alors même que c'est une époque, les années 30, où on remet l'idéal maternel, conjugal, on assigne beaucoup les femmes au foyer, en fait, il faut qu'elles fassent des enfants, il y a une répression de l'avortement, de la création, voilà, tout est voilà, on n'est pas dans une période de profonde émancipation telle qu'on pourrait éventuellement le croire en se focalisant sur les garçons et les années folles. Et alors même que si on regarde les vies actives, il se passe énormément de choses. Donc je pense qu'il y a là un chantier qui s'ouvre du côté des femmes catholiques et de la vie religieuse dans l'entre-deux-guerres et des années 50. Ces années 50 aussi, qui à mon avis voilà, sont des années qu'il faudrait réexaminer pour voir tout ce qui bouge avant Vatican II. Ça, c'est une petite chose. Dans ces années de l'entre-deux-guerres, vous revenez sur la carrière avortée de Madeleine Delbrel comme poète, en montrant que c'est en partie pour des raisons de genre. Parce qu'être une femme poète dans les années 20, en fait, il n'y en a pas, ou très peu. Enfin, voilà, c'est très difficile. À l'inverse, en tant que femme, Madeleine, elle peut s'affirmer dans d'autres espaces, soit comme assistante sociale, ce qui est un véritable métier de femme au 19e siècle. Et il y a une thèse de Lola Zavi qui vient tout juste d'être soutenue sur cette question. Et je suis allée vérifier, elle ne mentionne pas Madeleine Delbrel. J'ai un petit contrôle. Et voilà, alors que pourtant, il y aurait sans doute plein de choses à dire. Et qu'elle questionne même la façon dont ces premières assistantes sociales qui viennent de milieux bourgeois parlent en partie de leur engagement dans ce métier comme une vocation. Donc voilà, il y aurait ça ouvrirait sans doute, voilà, c'est des choses qui seraient intéressantes de creuser, de réarticuler, de réinterroger ce sens du mot vocation pour des femmes dans les années 30, autour d'engagements sociaux et apostoliques, dans ou en dehors de l'Église. La deuxième question, le deuxième aspect des possibilités d'engagement de Madeleine Delbrel, c'est toutes les responsabilités qu'elle acquiert au sein de l'Église, que ce soit au sein du scoutisme comme accompagnatrice et formatrice de cheftaine ou fondatrice de communauté. Et là, ça s'inscrit très bien dans vos travaux antérieurs sur l'émancipation paradoxale des femmes dans le catholicisme et l'idée que l'Église ouvre des espaces de responsabilité aux femmes. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, toutes les remarques et toutes les réflexions de Madeleine que vous proposez sur l'exercice de l'autorité, où on voit très bien, en fait, le propos de Madeleine, c'est que, et vous le dites très bien, elle a une vision très essentialiste de la femme. Voilà, il y a la vision, ce que doit être une femme et ce que doit être une homme, et tout son propos va dans ce sens-là. Mais elle dit, par exemple, j'ai noté, sur comment doit être celle qui doit diriger le groupe à un moment où elle ne se pense pas encore comme le chef de la charité, celle qui doit diriger doit être à la fois très maternelle et très virile. Donc, elle reprend des catégories extrêmement genrées et extrêmement essentialisantes, alors même, et qui m'ont fait aussi beaucoup penser aux formations qu'on offre aux futurs supérieurs de communautés religieuses. C'est-à-dire que c'est de la même manière des femmes qui doivent gérer le quotidien, les aspects matériels et conduire leur compagne au salut, et qui, bien qu'elles soient des femmes et en plus de manière plus forte chez les communautés religieuses sous la tutelle d'un clerc, font aussi de l'accompagnement spirituel. Et donc ça, c'est une autre piste de réflexion qui m'est venue à la lecture, c'est ce rôle que Madeleine prend comme directrice spirituelle. Que ce soit dans cette phase mystique où elle renverse les rôles avec son directeur de conscience dans la correspondance, ou toute l'écoute et l'accompagnement dont elle est capable à destination des jeunes femmes que vous avez aussi évoqué tout à l'heure. Vous revenez aussi dans cette partie-là sur le désir de sacerdoce qui s'est exprimé chez Madeleine, et enfin donc sur le dialogue qu'elle entame avec Fessard. Et alors moi, ce qui m'a interpellée, parce que j'ai particulièrement apprécié dans ce chapitre, c'est la manière dont l'analyse de l'écriture vient au service de la démonstration.
et vous mettez en regard le texte qu'elle écrit en réception quand elle reçoit le commentaire de Fessard et qu'elle est troublée, avec le trouble qu'elle a quand elle se fait offrir, je crois, un café dans la rue par une jeune femme, où dans les deux cas, les rôles ont été renversés. C'est-à-dire que Fessard l'a considérée comme un être dans l'Église à part égale, comme une intellectuelle à part égale, et alors qu'elle-même a toujours l'habitude de venir au secours des pauvres, là, c'est elle qui reçoit une aide de quelqu'un dans la rue. Et vous comparez les deux textes en disant, elle a une manière d'écrire où affleure le ridicule, et ce ridicule-là, c'est signe de son trouble, parce qu'elle se trouvait dans une position inconfortable qui réinterrogeait son identité. Et ce sont vous avez là cette formule, un sentiment informulé d'un écart qui la trouble et d'un ordre du monde qui s'inverse. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et voilà, je me suis dit, ça rend d'autant plus pertinent l'analyse fine des textes. Je reviendrai pour terminer sur le dernier chapitre, Madeleine dans ses identités multiples, qui permet de synthétiser très bien. Peut-être qu'il faut commencer par celui-là, après avoir lu le premier peut-être. Mais commencer par celui-là, qui repose de manière synthétique les récits de conversion appréhendés à partir de différents types d'écrits, et qui permet de souligner le fait qu'un récit de soi a toujours un destinataire, même si c'est soi-même, et que cela modèle, et c'est une question que je pose, peut-être plus que la mémoire ou le genre d'écriture, le récit qui en est fait. Alors, voilà, vous listez les différentes étapes, dans l'ordre chronologique, l'incroyance de départ, l'aveu tôt de converti dans la route, le temps du silence, mais qui est pourtant celui des actes, le livre de référence ville marxiste. Voilà, donc vous rétablissez la chronologie et vous revenez aussi sur cette lecture en miroir de la conversion et de la tentation. Vous revenez sur les deux autres aspects, qui est celui de la production textuelle et celui de la femme de Dieu, en fait, en synthétisant les possibles et les impossibles des femmes et en fait les interstices dans lesquels Madeleine Delbrel s'engage pour exister en tant que femme dans la société et dans l'Église. Et en conclusion, on pourrait dire que c'est une manière qui est particulièrement stimulante. En fait, vous faites éclater la question, qui est une des grandes questions de l'histoire des femmes et du genre, qui est toujours un peu la question de l'émancipation. Et bien, quand on regarde Madeleine Delbrel dans ses identités multiples, on voit que la réponse est loin d'être simple. Parce que selon le point de vue où on va adopter, eh bien, la réponse ne va pas être la même. Si on regarde sa carrière professionnelle, on peut dire, bah oui, elle est émancipée. Si on regarde son discours sur la différence des sexes, on dit non. Alors que Simone de Beauvoir a fait paraître le deuxième sexe en 1949. Donc, et c'est en fait en agençant ensemble qu'on restitue la complexité et qu'on comprend, à mon avis, beaucoup mieux, en tout cas, moi, j'ai beaucoup mieux compris cette figure. Et je vous en remercie. Voilà. Je ne peux que remercier ces lectures, l'une et l'autre, amicales et justes, je pense. Je ne répondrai pas parce qu'il n'y a pas de questions, sinon des interrogations qu'on pourra poursuivre avec Andrew Soame, qui est une sorte de lecture en continu et qui n'est pas fini encore et qui nous permettrait de poursuivre le temps se passant. Je dirais simplement deux mots aux deux questions plus précises d'Étienne. Madame Delbrel, comment dire, avec Fessard d'abord. Oui, je suis d'accord sur le fait que, dans le fond, c'est décalé par rapport à la grande histoire, et puis le fait que Fessard aussi soit un peu en marge. Mais j'ai insisté plutôt sur l'aspect plus personnel, le mode de reconnaissance. Et je crois que c'était important pour Madeleine, parce que, en fond, comment je veux dire, les comptes rendus de vie marxiste, bon, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont été rouquettes quasiment démolies. Bon, ça restait encore un peu. Alors, là, je crois que, bon, pour Madeleine, ça jouait un rôle important ensuite pour lui donner
en quelque sorte du tonus pour continuer. Alors, sur la crise de 66-73, Lafon a très bien compris ce que tu dis quand il publie, quand il réédite plutôt Ville marxiste. Et il est futé. Il comprend bien que la paire s'est décalée entre-temps. C'est plus la confrontation, mais c'est le dialogue, pour faire bref. Et alors, il publie d'ailleurs une lettre qu'il avait envoyée à Khrouchtchev, et puis des lettres aussi avec, comment il s'appelle, Gona, je crois. Gona, hein, c'était le Gosna. Gosna, oui, un ex. Gosna, qui montre effectivement qu'il y avait une chaleur, et ce n'est pas uniquement l'affrontement entre Madeleine Delbrel et le PC, et elle est encore même un peu à porte-à-faux à propos de Khrouchtchev. Il vient en 60, et Madeleine Delbrel qui dit « Moi, j'aimais bien Khrouchtchev, j'avais dit tout de suite qu'il irait très loin. » Enfin, quand même, essayer de démontrer, comme il fait, l'inanité du catholicisme avec comment je veux dire, des manières de faire qui sont pas mal, c'est pas normal. C'est pas. Et puis, bon, donc elle refuse de signer une affiche. Et surtout, très vite, on va lui passer son texte et Khrouchtchev en tiendra plus ou moins compte, ça c'est notre problème. Mais enfin, c'est vrai qu'elle est décalée à ce moment-là, et elle est décalée même en 66, c'est sûr. Mais là, je suis parfaitement de ton avis. On l'a fait glisser dans ses spirituels. Et c'est pour ça peut-être que le deuxième volume, La joie de croire, ou le troisième, est peut-être plus neuf par rapport au premier qui est plus dans le prolongement. Voilà ce que je veux dire pour laisser la parole à la salle. Merci beaucoup, Claude. Vous aurez donc compris avec les différentes interventions que le livre de Claude est extrêmement riche et que ça ne s'arrête pas à ce qu'il y a pu en introduit au fil de ces interventions. Place maintenant donc, au dialogue avec l'assistance. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Les intervenants sont là. Et je précise également pour ceux qui nous suivent par Zoom, qui peuvent poser des questions par le chat. Voilà, c'est grave de relever l'intervenant puisse vous répondre. Voilà. Oui, François Jacquin. Vous avez une voix à l'écrit, et elle disait que tu rentres chez Madame Delbrel. Seulement, comme moi, je suis de conversion, Madame Delbrel a fait un règlement, je me suis appréciée. Non, on entend mal. On n'a pas bien entendu. Est-ce que vous voudriez vous rapprocher? Non. Est-ce que c'était un règlement communauté organisée? Vous connaissez quelqu'un qui dit j'ai pu rentrer chez Madeleine Delbrel? Est-ce que ça correspondait à une communauté très organisée avec un règlement? S'il y avait un règlement. L'organisation a toujours été un peu compliquée chez Madame Delbrel. Elle dit plus ou moins à un moment en 39 où elle fait un premier bilan autour des premières demandes, et puis elle le redira en 40. Il y a 40 à peu près personnes en 63. Elle dit il y a 40-45 personnes qui sont venues me voir et puis qui ont fait un petit pas avec moi. Des fois, les petits pas, ils duraient 2-3 ans, 4 ans. Et puis, il y avait une incompatibilité. Alors, mais ce n'est pas clair sur la manière dont on sélectionnait théoriquement. Dans les premiers textes, il y a on voit apparaître 3 années de formation, tout ça, mais on n'a pas d'éléments sur la formation, sinon des formations de telle ou telle personne qui était entrée un peu tard. Par exemple, on a des textes de 34, 35, 36 qui sont plutôt peut-être destinés à une formation spirituelle, mais on a l'impression que c'était un groupe où il fallait qu'il y ait des affinités. Elle disait aussi, il ne faut pas des gens compliqués, parce que des gens compliqués ou des intellectuels qui pinaillent tout ça, des gens aussi pour qui l'autorité n'a pas à être forte
et en même temps qui ne conteste pas. Alors, bon. Il y a eu en plus une période où Madeleine Delbrel, dans les années 50, je crois, a essayé de faire une sorte de partage. Je ne dirige pas, il y a une sorte d'autosuggestion, d'autogestion. Ça a un petit peu arrêté quand en 58, alors après, il y a eu une partie des gens qui voulaient partir dans une société, dans une communauté beaucoup plus structurée, qui était l'Institut séculier. Madeleine Delbrel a fait un peu le mort, a laissé faire, et puis est arrivé, heureusement, en quelque sorte, son directeur, Veuillot, qui a en 3-4 mois a réglé le problème. Vous dépendez de l'archevêque de Paris, point barre, vous êtes une petite communauté comme ça, et puis, oui, on va vous mettre à côté de la supérieure, on va mettre une adjointe, et puis bon, ça suffira comme ça. Et alors, je pense que ça lui a donné un peu de vigueur. On a l'impression que dans les dernières années, Madeleine Delbrel reprend vigueur et tout justement essaye de s'implanter. Elle s'implantera en Afrique noire, comme on disait à cette époque-là. Et alors, elle va rejoindre ses équipières, comme on dit, en bateau. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui essaye de lui faire la cour. Et alors, elle a une remarque étonnante. Tout d'un coup, je me suis sentie blanche. Elle était assez intuitive. Et elle a essayé même, je crois, d'avoir une équipe en Algérie avec une personne qui est arrivée au dernier moment, mais qui après s'est mis en place un peu plus tard. Donc, vous voyez, voilà ce que je voulais dire. Ouais. Si je peux ajouter un mot, bon, parler de Madeleine Delbrel, c'est très bien, mais il ne faudrait pas éclipser la quarantaine de personnes, peut-être un peu plus, qui à un moment ou à un autre ont été proches d'elle. Un certain nombre sont des femmes, ou étaient des femmes remarquables. Francine Rodari, Christine Thomas de Boulet-Marmin, Hélène Spitzer, Raymond Canel. On ne sait pas grand-chose sur ces équipières, sur la chronologie de leur passage, pourquoi elles sont venues, pourquoi elles sont parties. Il manque un portrait de groupe, comme on a pu le faire pour d'autres formes. Parce qu'à ce moment-là, il y a toute une série, il y a une spécialiste, l'ancienne archiviste, bientôt ancienne archiviste d'Ivry, qui va faire un livre sur tous ces milieux féminins missionnaires. Il y a toute une série de groupes, il y a les équipes d'Ivry, l'ancienne mission de France féminine, sabrée en 1954, et qui s'appelait Équipe d'Ivry ensuite. Il y avait des femmes autour de la mission de Paris. Il n'y avait pas que des prêtres, vous voyez, il y avait... Donc, tout ce monde féminin, il a été un peu occulté par les femmes, par les hommes, pardon, et dans le cas de Madeleine Delbrel, par la personnalité, c'est devenu un auteur, le côté écrasant des milliers de pages. Il faudrait restituer ce milieu, je crois que c'est quelque chose... Christine de Bois-Marmin a été en usine 3-4 ans, je crois, et on voit bien dans les textes qui sont publiés là, sur ces équipières, ça a fait un petit peu ça a coincé un petit peu. En même temps, Madeleine a dit, bon, on a réussi à garder l'équilibre, même si, bon, on n'a pas accepté toutes les personnes qu'elle fréquentait en même temps. Bon, on voit bien de temps en temps, il y en a une autre qui a été pendant la guerre aussi. Je crois qu'effectivement, c'est un point sur lequel j'aimerais pouvoir revenir, au moins pour la première partie de sa vie, de retrouver les figures qui lui étaient les plus proches. Dame Jacquemont aussi, qui a ensuite été à la tête d'une petite congrégation dans les années 30, etc. Raymond Canel, qui était médecin à Ivry. Oui. Et qui est censé avoir coécrit La femme, le prêtre et Dieu. Et qui était... Madeleine, on a des sortes de coulpes. C'est assez étonnant, certains de ces textes. On a des coulpes collectives où Madeleine Delbrel elle-même dit « bon, moi, j'aurais dû faire ça, etc. » Alors, elle montre, par exemple, qu'il y a Canel, elle est obligée d'avoir une voiture, mais enfin, il ne faut quand même pas qu'elle en abuse, etc. Et puis, les autres...
à l'intérieur de la communauté. Il y a celles qui travaillent alors le soir pour faire la vaisselle, tout ça. Ah ben non, moi je travaille. Alors celles qui étaient simplement qui avaient le catéchisme, tout ça, c'est elles qui doivent se taper le boulot. On voit ressurgir des sortes de coupures entre le masculin et le féminin à l'intérieur de la communauté. C'est assez intéressant. Quel était le regard de Madeleine Delbrel par rapport au prêtre ouvrier? Parce que j'ai entendu tout son contraire, peut-être quelques mots dessus. Quel était son regard? Si vous voulez, pour autant, Étienne a dit encore justement que la partie de la correspondance où on trouverait celle avec les prêtres ouvriers manque, moi, dans son intégralité. Donc, on est un petit peu en porte-à-faux. Mais je pense, et en plus, elle a, quand on regarde les biographies, y compris la première de Poulain, etc., sur les prêtres ouvriers, elle ne figure pas, elle est en dessous des radars. Mais elle a essayé de faire une sorte de go-between, d'aller à Rome pour essayer de plaider la cause des prêtres ouvriers et pousser à ce que les prêtres ouvriers acceptent le point de vue romain. Elle a eu un moment et avec des formules parfois assez surprenantes. Elle dit, par exemple, à un moment, un prêtre, dont ce n'est pas le nom, mais dont elle craint qu'il ne se soumette pas à Rome, on est en 54, c'est un peu comme une femme qui porte un enfant et qui refuse d'accoucher à cause de la douleur. Autrement dit, elle dit, bon, ce sera douloureux, le refus, pour vous, je comprends bien, mais il faut passer par là parce que c'est comme ça que l'Église se développe et croît. Alors évidemment, c'est un point de vue tout à fait différent, spirituel, de ce qu'on connaît. Mais elle a vraiment essayé d'avoir les deux points de vue. Mais on a peu de choses sur ce qu'elle a dit vraiment à Rome. On a des brouillons, mais c'est pas grand-chose. Parce qu'à peu près on peut dire. Oui, elle était quand même nettement du côté de l'œuvre et de la soumission. Enfin Oui, mais en même temps, elle a défendu l'œuvre que Rome crosse en même temps, malgré tout, en lui interdisant d'enseigner, etc. Bon, donc, oui, elle est plutôt de ce côté-là. Si vous regardez bien ce thème-là, en fait, Madeleine est à la croisée des trois missions. La mission de Marseille, qui connaît très bien, à la club, mais aussi un autre prêtre qui s'appelle le père de la bonne son prénom. Et ça, c'est la mission de Marseille. Elle connaît très bien la mission de France parce qu'elle était à la fondation de cette commune du temps Mioro, qui était 1942, et en contact avec lui, et elle suit l'itinéraire après. Et puis elle se trouve en fait, parce qu'elle est unique, il y a beaucoup de prêtres, la mission de Paris, en contact avec beaucoup de ces prêtres. Voilà. Alors évidemment, tout cela est un peu en trac. Et j'en profite pour vous annoncer que effectivement le volume 2 de la correspondance correspond à la période 1950 à 1970 sera publié au printemps 1923. C'est bien, voilà. Ah, 1923, oui, c'est le bas de. Voilà. Donc, je vous signale que, effectivement, nous sommes encore peu documentés. Et ça permet de dire que j'ai apprécié le travail que tu as fait sur ce rapport au prêtre. Alors, la petite histoire, c'est parallèlement, nous avons avec Bernard publié des choix de textes, dans un livre un public qui s'appelle Prêtre et laïque de Madeleine Delbrel. En même temps, vous faisez ce travail. Je m'aperçois au fur et à mesure que nous annonçons avec la correspondance que nous allons en apprendre beaucoup plus. En particulier, simplement ça, il y a un texte qui s'appelle Jean Lallemand, alors qui était complètement inconnu de l'archiviste qui a travaillé dans la programmation. Et c'est un itinéraire très poignant.
aussi, et on en sait bien davantage parce que lui, il a écrit Rebelle, il a écrit Humility, il a écrit le Daphne, on a tout ça qui est documenté. Le père de Miribel, c'est un jésuite, le père de Miribel. Non, le poète de la mission de France. Oui, le jésuite. Oui, Rapprochez-vous. Sur la Non, sur comment elle s'est convertie, est-ce que ça a été un itinéraire courant ou qu'est-ce qui a fait qu'elle se soit convertie? Oui, sur sa conversion, et le problème de sa conversion, il y a deux questions. Il y a une question qu'on pourrait dire un peu formelle, mais qui ne l'est pas. Elle donne un itinéraire de conversion qui est rationnel et qui est dans le fond le fait de la personne. Et ça conduit, comme une fois qu'elle arrive au seuil, comme Pascal qui lui dit, vous vous mettez à genoux et vous priez, à ce moment-là, ce n'est plus l'œuvre de la personne, mais l'œuvre de Dieu qui entre en elle. Et alors à ce moment-là, cette partie, en quelque sorte, reste de l'intime. Mais en même temps, si on essaye de voir ce qu'elle dit de sa conversion, on a quand même l'impression que contrairement à ce qu'on connaît avec les travaux de Gougelot et puis d'autres, c'est elle s'est convertie, elle le dit, il n'y a pas de raison de ne pas le croire, au vu, dans le fond, des amis de Jean, qui étaient des chrétiens, des catholiques, pour qui dansaient, qui étaient intelligents, qui étaient normaliens, qui parlaient politique, et quand ils s'asseyaient, comme elle dit, ils auraient pu mettre une chaise pour Jésus. C'est-à-dire que, dans le fond, la croyance faisait partie de leur vie quotidienne. Donc, c'est cela qui l'a fait en quelque sorte réfléchir. Mais après, l'accompagnement, souvent, est fait avec des prêtres. Or, il n'y a pas, dans la période de la conversion à la rencontre de Lorenzo, il n'y a pas. Elle parle un moment, dans un petit texte qui est pour Veuillot, elle parle des confesseurs. Mes parents, les confesseurs. Ça veut dire qu'elle a eu des confesseurs, mais elle n'a pas eu, semble-t-il, de directeur de conscience. Alors, elle a rencontré un prêtre qui s'occupait de la formation des étudiants, qui a pu jouer peut-être un rôle, mais là-dessus, on ne sait pas. Elle s'est dit un peu seule après sa conversion, même si elle lit beaucoup de saint Thomas, saint Jean de la Croix, Claudel, etc. Mais voilà ce qu'on peut dire, si vous voulez, un petit peu. Et elle parlera peu de sa conversion, sauf dans les textes qu'Étienne a cités ou dans une correspondance avec une de ses amies de cette époque, pour montrer à la fois comment il y a une sorte d'axe qui, en elle, tout d'un coup, éclate, c'est-à-dire que, dans le fond, son athéisme pratique, tout d'un coup, le fait entraîner dans une sorte de moment où elle s'interroge, qui correspond, à mon sens, assez vite à la traduction, de Villemarcy, de Vive la mort, Dieu est mort, vive la mort. Et puis alors, elle a un très bel aveu d'une sorte de temps d'épousailles, comme une mère, écrit-elle, dans les premières années de ses amours. Et elle dit aussi, ce temps-là est déjà passé et maintenant je passe à autre chose. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Il y a le père Pitot qui voudrait apporter une précision. Simplement, il y avait une double question. Il y avait aussi quelque chose sur le procès de béatification. Donc, je pense que le père Pitot ou le père Gilles François peut répondre voilà, à ce...
c'est évidemment un moyen de communication, et elle ne va jamais considérée comme un absolu. Et d'autre part, sa position sur la question de l'université est liée, à mon sens, à ce qu'elle pense de la mission de France à ce moment-là. Donc, il faut lire sa note au père Congo et au père Ferrand, qu'elle ne renvoie à ces deux états. C'est ça, parce qu'elle trouve que la mission de France a envoyé le père de travail, mais qui se sont détachés de la paroisse, de l'église ordinaire, hein, elle fonctionne sur le terrain. Les ouvriers se sont détachés de cette église, alors que la mission que leur a confiée la mission de France était d'entraîner l'église dans ce mouvement missionnaire. Et elles pensent, à ce moment-là, qu'ils sont partis au loin sans regarder si ça finit. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, elle est très proche de Jacob, parce que Jacob est à la fois docker Les plus. et en même temps, dans le quartier de la Capucelle, et elle imagine même un moment que Rome pourrait soutenir ce genre de posture. Évidemment, elle se trompe, elle s'illusionne, parce que quand Rome arrête l'expérience de c'est pour tout le monde, et ça sera et alors, du coup, comme elle est fondamentalement liée à l'Église, et que pour elle, c'est l'Église qui envoie les traites de travail, si elle les envoie plus, on a s'y prendre autrement. C'est pourquoi elle est auprès de Dieu, mais vous réussissez et en quelque sorte reconvertissez-vous dans un autre type d'apostolat. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a quand même une question de fond chez Madame Delbrel, qui est une convertie, et pour lequel il y a, je dirais, ce qu'elle reproche fondamentalement aux prêtres ouvriers. Elle a des expressions parfois assez brutales là-dessus. C'est ce qu'on appelle maintenant la procrastination. C'est-à-dire qu'il faut prendre son temps, il faut bien s'immerger dans le milieu, et plus on sera immergé, plus ensuite le témoignage pourra être légitime. Mais donc, il faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors là, pour Madeleine, ce n'est pas possible. Il y a une annonce du message chrétien qui doit être fait au mieux que l'on peut, et ce modèle d'attente est pour elle incompréhensible. Il faut ajouter aussi pour les débuts alors le lien que Madeleine peut avoir avec la mission de France, Lorenzo qui est son professeur et qui ensuite deviendra le curé d'Ivry où elle viendra, devient à ce moment-là l'un des 3 prêtres formateurs à Lisieux de la mission de France. Donc elle a par Lorenzo aussi, elle a des liens, et ensuite il viendra curé dans le 13e à Saint-Hippolyte, qui est un des lieux aussi du. Donc on a là des trames qu'il faudrait pouvoir réunir ensemble pour pouvoir bien comprendre son attitude. Mais il est vrai qu'elle se sépare à un moment de la mission de France. Quand elle envoie une équipe à Cerisy, qui doit être dans Lyon, je pense, c'est ça. Cerisy, oui, dans Lyon, une zone rurale. Et à la fin, elle reprend son équipe parce que, visiblement, il y a une tension avec les prêtres ouvriers. Je pense que c'était un peu pour ça. Elles étaient présentes, elles voulaient montrer, affirmer le catholicisme, et puis les autres disent oh, l'enfouissement. Alors, il va y avoir une autre question, mais simplement, voilà, Père François, à quel stade en est le procès de béatification? Le 26 janvier 2018, donc il y a 4 ans et demi,
le pape François est connu d'héroïcité de l'esprit, c'est-à-dire qu'il a position au Pana super cette Pana qui est abouti à le discernement de l'Église. Mais nous sommes dans le temps d'un miracle, donc un signe du ciel, un test, il y a une guérison rapide, complète et définitive, médicaments de sang. Donc, si vous priez avec intensité, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, enfin, surtout, non, blague à part, surtout ce que je veux dire, peut-être c'est un petit contrepoint par rapport à ce que tu dis, Claude, depuis en avant à la femme du Seigneur. Je voudrais dire aussi que c'est aussi inclassable fille de Dieu. Voilà, c'est-à-dire une très chanson que Stéphanie Lefebvre qui là nous a composée, inclassable fille de Dieu. Je crois qu'il y a un côté très inclassable dans la vie. Elle échappe. Hein. Et en même temps, avec la science, la sagacité qu'il peut avoir, c'est quelque chose qui ne se saisit pas comme ça parce qu'elle-même, d'ailleurs, dans la phrase que tu as repris des femmes du Seigneur, elle dit aussi c'est femmes. Voilà. Donc, en fait, elle est saisie et il y a quelque chose qui fait que ça, qui vous êtes à l'heure, ça échappe. Hein, et même le récit de la conversion, moi, que ce soit converti dans l'église canonique, je reste très méditatif, hein, parce que je ne le dis pas d'abord. Il y a quelque chose qui reste insupportable, bien classable, et qui fait que ça me dit toujours plus. Hein, alors, la cause dans les méditations en elle intéresse la question principale qui intéresse la congrégation pour les points du saint, c'est est-ce que la réputation du sainteté est toujours là? Quand j'apportais des documents pour dire, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a en Allemagne, en Espagne. Alors, ça, c'est les intérêts. C'est ça, actuellement, l'actualité de la politique. Je crois que sur ce dernier aspect, il est important de dire, mais que notamment en Allemagne, il y a eu assez vite des travaux et des reconnaissances. Et je voudrais insister notamment sur une personnalité qui a joué un rôle intéressant, postérieurement pour Thérèse de l'Enfant Jésus. Il s'agit de Urs von Balthasar, qui avait, dans les années 50, publié un texte montrant la théologie un peu de Thérèse de l'Enfant Jésus, et qui a fait aussi également une préface au moins importante, qui n'est pas traduite, me semble-t-il, sur justement la qualité du parcours spirituel de Madame Delbrel, et qui l'a montré assez vivant au public germanophone. Germanophone, puisque Urs von Balthasar était suisse, comme on sait. Et je crois, et on a vu quelques écrits que vous avez fait ensemble et que vous avez réunis de la part de personnalités d'origine germanique qui ont essayé de faire avancer l'idée d'une théologie à partir des textes de Madame Delbrel. Une question? Un modèle de ce qu'elle a voulu créer dans l'église comme type de rassemblement de femmes, un précédent, il y avait vraiment quelque chose qui est vraiment vrai. Première question. Deuxième question, quelle est l'actualité de Madame Delbrel? Pourquoi Madame Delbrel, qui a une telle force, pourquoi on en parle dans une église qui est quand même pas grand chose à voir avec son père? Si vous voulez, je répondrai un peu méchamment à la deuxième question. Quand on regarde les personnes un peu saintes que l'on a mis dans des 7, 8, 10 personnes, on voit qu'il y a un certain nombre de gens, d'hommes notamment, Jean Vanier ou tel autre, qui entre-temps, bon. Et donc, elle résiste bien, si vous voulez, de ce côté-là. Bon. C'est un peu négatif, mais je pense que c'est pas rien. Et non seulement elle résiste bien, mais quand on la lit d'assez près, elle a saisi quand même un certain nombre de problèmes qui se posaient, et avec une certaine liberté de ton. Alors, la première question, vous me la rappelez parce que la mémoire… Ah oui, je l'ai revenu. Oui, non, mais tout à fait. J'ai continué à travailler malgré tout. Et il me semble qu'il y a une conjoncture, si vous voulez, qui est la conjoncture antérieure à l'Action catholique des années 30. Il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est qu'il y a une crise du sacerdoce
dans les années 1905, 1920-25. Entre 1905, la séparation, et 1914, le nombre des ordinations tombe de moitié. Pendant la guerre de 14, quasiment personne. La reprise se fait lentement. Donc on a, si vous voulez, dans ces années, Doncker par exemple, mais d'autres, comment il s'appelle l'autre jésuite qui écrit sur les fortifs, le père Land, se montre qu'il y a dans les paroisses des manques. Il faudrait des personnes qui aident les prêtres qui ne sont pas assez nombreux dans les paroisses. Alors, à partir de 35, ça remontera. Et dans un premier temps, on voit apparaître 5, 6, 7 types de femmes qui ainsi se donnent les mêmes finalités, aider les prêtres dans l'activité paroissiale. Bon. La plus connue, c'est les dominicaines missionnaires des campagnes. Hein, elles seront en campagne. Et si elles sont entre nous devenues assez fortes, c'est qu'un directeur de conscience, allant à l'encontre même de ce que sa dirigée souhaitait, c'est-à-dire une vie contemplative, l'a mis de force, Marie de la Trinité, comme élément moteur pour faire un peu avancer cette communauté qui vivotait depuis 10 ans. Donc, en gros, je pense que c'est un peu cette conjoncture qu'on n'a pas très bien vue et qui, effectivement, fait qu'un certain nombre de femmes, on dirait, dans le fond, et quand Madeleine, c'est assez quand même étonnant, quand Madeleine arrive à Ivry, elle n'arrive pas à Ivry-Centre tout de suite, elle est à Ivry-Plateau, un petit peu à la périphérie d'Ivry. Et il semble bien que le curé d'Ivry qui l'accueille dise à un moment, écoutez, vous allez fonder l'église en quelque sorte sur place, hein, bien sûr il y aura des messes, tout ça, mais c'est à vous de mettre ça en route. Hein. Donc on a curieusement une partie de routiers, ceux qui sont un petit peu vie nouvelle après, qui sont plus sociaux, et qui vont faire la même chose, qui veulent faire la même chose dans des zones un petit peu, il y a des sortes d'interstices dans la banlieue où la paroisse est là, mais à la périphérie, il y a des zones qui n'y a rien. Et ils essayent de faire un peu la même chose. Et Madeleine Delbrel s'est inspirée un peu de ça aussi. Oui. Il y a aussi un refus du modèle d'entrer dans une congrégation religieuse. Ce sont des femmes qui ont une vocation, mais pas une vocation d'entrer dans une congrégation religieuse. Il y a un contre. Pardon? C'est ça qui est original. Oui, oui. Par la hiérarchie. Allez. C'est quelqu'un qui est dans leur entourage, dans lequel ça va, mais dans le groupe de la spirituelle, bien sûr, et c'est le pas ce qu'elle fait. Il y a toutes ces mélanges qui sont en cours de vie. Le seul pourquoi je travaille, j'espère que vous pouvez récupérer, on en rencontre des gens. Après, Madame Lebrun, on va avoir un peu. Mais je pense, vous avez raison, c'est que d'abord, elle n'est pas toute seule, et puis il y a celles ensuite qui vont s'emparer. Alors, à partir des textes de Madame Delbrel, en dépendance ou sans dépendance, pour vivre après. Alors là c'est. Pardon? Oui, tout à fait. Je crois qu'on a un phénomène qui est très bien connu pour le père de Foucault, qui n'a rien fait de communauté. Et donc, on a des personnes qui ensuite sont s'en saisir pour fonder des communautés. Dans le cas de Madeleine Delbrel, c'est un peu différent, puisqu'il y a eu une communauté de Madeleine Delbrel, puis ensuite, ce que vous dites, il y a des communautés qui ensuite vont
Des laïcs, oui, ça c'est devenu. Ben, il y a une expérience, un cas, on parlait de personnes qui est assez singulier. Parmi les personnes qu'elle voulait recruter dans la première tranche, en quelque sorte, il y avait une sculptrice assez connue, Roukolas. Bon, puis finalement, pour des raisons diverses, sa sculpture et puis sa famille, finalement, elle n'était pas très sûre d'elle, elle se marie. Alors évidemment, comme c'est des femmes qui sont censées être célibataires, vœu privé, mais pas célibataires, hein, ça n'empêche pas. Madeleine la considère toujours comme de la charité de Jésus. Et ça va, elle va continuer à la considérer comme telle. Donc, c'est un peu un cas à part. Mais enfin, effectivement, dans des textes qu'elle dit, nous autres gens des rues, par exemple, quand même le très beau texte de Manifeste, elle dit bien, aussi bien nous, les gens célibataires, en quelque sorte, que aussi des gens mariés. On est dans la rue, c'est-à-dire on est au contact des populations urbaines et on est obligé de vivre, et on vit avec elles, non pas les portes fermées comme dans les monastères, mais les portes et les fenêtres ouvertes. Donc il y a déjà aussi des traces pour Madeleine de montrer que son exemplarité pouvait toucher les laïcs de son vivant, je pense. Alors, il y a une dernière question. À approcher l'évangile, Jésus l'Église, l'amour pour tous les hommes, avec leur vie ordinaire, donc ils cherchent le cœur du monde. Pardon, je ne pense pas, historien, c'est un défi, mais si vous voulez, voilà, ce que je vois autour de moi, c'est des gens qui cherchent à vivre cette sainteté, et pour eux, la vie peut devenir une sorte d'accompagnatrice de l'hiver. Et en même temps, elle a un discernement qui dépasse les corps pour les divers, parce que c'est un discernement extrêmement vivant, et c'est aujourd'hui mamie, aujourd'hui, avec un évangile et avec Jésus. Voilà. Oui, je pense effectivement que la question, si vous voulez, qui est posée à l'historien, c'est comment on peut faire durer cette sorte de chose simple. Et puis en plus, il faudra ajouter autre chose, me semble-t-il, qui est alors la propre de Madeleine Delbrel. Elle a voulu être carmélite. Et quand on relit nous autres gens des rues, c'est-à-dire nous autres qui partageons la vie quotidienne des gens, elle a quand même, elle met la marche assez haute. Je veux dire qu'elle montre qu'on peut très bien transposer les valeurs d'obéissance, de chasteté et de pauvreté dans le monde. Alors, c'est un peu compliqué. Après, je pense qu'elle mettra dans la vie de communauté, elle comprendra que il faut, comment dire, mettre un peu la barre un peu plus bas dans le rapport avec les gens. Mais au départ, elle avait quand même une sorte de volonté. Le modèle du Carmel a longtemps été le modèle que tout le monde rêvait. Et là, c'est une sorte de Carmel à ciel ouvert, si vous voulez, qu'elle veut faire. Après, ça se calme un peu, quoi. Alors, vraiment, pour le coup, la dernière question, parce que nous allons terminer à 20h. Elle a expressément donné une opinion sur le célibat des prêtres. Est-ce qu'elle a, si j'ai bien compris, est-ce qu'elle a parlé du célibat des prêtres? Eh bien, écoutez, il me semble que oui. Il y a un passage, mais Gilles me dira si je me trompe, il y a un passage où elle est un peu dubitative, mais c'est une incise, hein, sur le célibat des prêtres, dont elle dit justement qu'après tout, dans l'Église, ça ne concerne qu'une partie de l'Église latine.
Mais la partie orientale, le célibat n'est pas obligatoire. Donc, bon, c'est une incise, mais elle avait, je crois, une assez grande liberté de réflexion. Et le passage que j'ai cité, le texte qui était de direction, qui était un peu compliqué, mais pour une jeune femme qui a 18, 19 ans, qui peut avoir des problèmes que toutes les jeunes personnes ont à cet âge-là, et puis même après d'ailleurs, sur la sexualité, il y a des passages complètement embrouillés sur les troubles intérieurs de ça, mais il y a aussi une accusation assez forte sur la manière de mettre les gens en péril, en quelque sorte, avec les interdictions qui sont celles de l'Église. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire, il faut libérer les gens, ce n'est pas la même chose. Une question. Si vous voulez vous imprégner un peu plus de Madeleine, venez au 11 de Massagne, à Namibie. Il y accueille le mieux possible, mais on y dit quelque chose de Madeleine aujourd'hui. Merci. C'est bien, c'est bien. Bien. Le reste, je vais souhaiter une bonne soirée à tous. C'est vrai que Et vous remercie vous avez bien pour, vu. voilà. Ce qui n'est pas simple. Ce n'est pas simple, surtout quand vous découvrez en même temps Madeleine et puis mais je